L'exercice 14 qu'on vous présente ici fait partie du 1% d'exercices de thermodynamique pour lesquels le premier principe ne va pas s'écrire delta U égale W plus Q. Parce qu'on va avoir un système macroscopique pour lequel il va falloir raisonner sur la variation d'énergie totale de votre système, donc énergie macroscopique plus énergie microscopique, c'est-à-dire l'énergie interne. Bon, donc on va essayer de prendre en compte cet état-là et voir comment est-ce qu'on peut quand même se ramener à calculer des choses. Alors, l'idée est la suivante, vous avez un sac de sable qui est suspendu comme ça à un support et vous lui tirez dessus avec une balle de fusil qui arrive avec une vitesse relativement importante de 500 mètres par seconde. Donc vous avez votre balle de fusil qui arrive à une vitesse grand V. Alors c'est pas forcément un choix très pertinent de prendre grand V comme vitesse, étant donné que vous allez beaucoup avoir de volume là en thermodynamique, mais étant donné qu'on a des phases condensées, le volume ne devrait pas trop jouer. Donc on arrive avec une vitesse grand V, on a une masse petit m, là on a une masse grand M pour le sac de sable, et on observe le système. Le sac de sable a un effet de recul, il va monter légèrement, et vous avez le centre de gravité de votre système qui va légèrement monter quand on arrive à votre θ max ici, qui va être l'angle pour lequel, on va plutôt appeler ça alpha max, puisque l'énoncé utilise déjà θ pour les températures. Vous voyez que quand on mélange les différentes branches de la physique, parfois on se trouve avec des problèmes de notation, un truc qui veut dire quelque chose dans une branche et pas la même chose dans l'autre branche. Bon, l'impact est de courte durée, la conductivité thermique du sable est faible. Étant faible, le transfert thermique avec l'air va pouvoir être considéré comme nul. Donc ça, c'est à traduire l'évolution de l'ensemble du système et adiabatique. D'ailleurs, c'est quoi votre système? Le système, on va prendre le système balle plus sac, étant donné que à la fin, la balle, elle est prise dans le sac et puis on peut plus dire grand-chose là-dessus. Et on aimerait déterminer la variation d'énergie interne de l'ensemble, balle plus sac de sable, entre le moment où c'est juste avant l'impact et le moment où on est arrivé à cet angle maximal pour lequel on a une variation de hauteur H ici qui valait 11,5 cm. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre le premier principe de manière générale. Le premier principe, il dit que la variation d'énergie totale du système est égale à l'ensemble des travaux plus le transfert thermique. Alors attention à savoir ce qu'on va mettre dans les travaux. Dans l'énergie totale, on avait mis dans la définition de départ les énergies potentielles externes de votre système. Ces énergies potentielles sont associées à des forces qui travaillent. Et justement, on les a mis dans des énergies potentielles pour ne pas avoir à s'amuser à recalculer les travaux, parce que c'est moins la variation d'énergie potentielle à chaque fois. Donc là, les travaux qui sont ici, c'est travaux 1 des forces pressantes, et 2 de toutes les forces qui ne sont pas déjà comptées dans l'énergie potentielle qui est ici. En d'autres termes, là, si je suppose qu'il n'y a pas de frottement, a priori, donc pourrait y avoir des frottements au niveau de la corde, mais on va négliger cet aspect-là, que la variation de volume de mon ensemble va être totalement négligeable. Mon sac de sable ne devrait pas varier de sorte que je lui apporte beaucoup d'énergie en le comprimant ou en le détendant. C'est pas du tout le cas. Donc il n'y a pas de force, il n'y a pas de travail de force de pression, il n'y a pas de travail des frottements parce qu'on va les négliger. Donc le travail total va être égal à 0. Et comme l'évolution est rapide de sorte qu'il ne peut pas y avoir de transfert thermique entre mon système, c'est-à-dire mon sac avec la balle et l'extérieur, le transfert thermique va aussi être nul. Donc la variation d'énergie totale va pouvoir s'écrire comme une variation d'énergie interne plus la variation d'énergie cinétique du système plus la variation d'énergie potentielle macroscopique, donc là en l'occurrence l'énergie potentielle de pesanteur.
Et cette somme de variation va être égale à 0. Donc on a que la variation d'énergie interne, delta U, c'est l'opposé de la variation d'énergie cinétique et de la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Or, l'énergie cinétique initiale, c'était l'énergie cinétique de la balle, 1/2 de mv carré avec V la vitesse de la balle, plus l'énergie cinétique du sac. Au départ, le sac il était immobile, donc il a une énergie cinétique nulle. L'énergie cinétique finale, c'est l'énergie cinétique de la balle. La balle, elle est prise dans le sac, donc c'est la même qu'avec le sac. Donc ça serait 1/2 de grand M plus petit m fois la vitesse de l'ensemble. Mais comme on prend la photo au moment où c'est le plus haut, ça veut dire c'est le moment où ça s'arrête. Donc la vitesse est nulle. Donc je me retrouve avec 0. Résultat, ma variation d'énergie cinétique, c'est la valeur finale, donc 0 moins la valeur initiale 1/2 de mv carré, donc c'est du moins 1/2 de mv carré, donc moins cette variation, c'est du plus 1/2 de mv carré. La variation d'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est initialement, c'est mgz. Alors on va prendre que z égale 0, on va supposer que la balle et g sont à la même hauteur quand ils tapent. Donc on se retrouve avec du mg fois 0 plus mg fois 0, donc en fait 0. J'ai pris l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur dans l'état initial, j'ai le droit. Ça pose pas de souci. L'énergie potentielle de pesanteur dans l'état final, j'ai la masse petit m plus grand M, alors le petit m il va pas jouer beaucoup, g fois la hauteur à la fin par rapport à cet endroit-là, c'est-à-dire c'est h. Et j'ai bien augmenté, donc l'énergie potentielle de pesanteur a augmenté lors de cette évolution. Et donc, je me retrouve avec ça, sachant que les 50 grammes ici, ou 30 grammes sont totalement négligeables devant les 10 kg du reste du sac. Et donc, la variation d'énergie interne, vous voyez qu'elle est donnée par l'énergie cinétique qui a été apportée et qui doit être dissipée lors du choc. Cette énergie cinétique en partie est utilisée pour faire monter votre sac de sable et le reste de l'énergie, il va falloir l'utiliser comme variation d'énergie interne. Donc ça, c'était la réponse à la première question. La deuxième question, on vous dit que 80% de la variation correspond à la variation d'énergie interne de la balle. Donc la variation d'énergie interne de la balle, c'est 80% de la variation d'énergie interne totale qu'on vient de calculer. Alors, on va faire une hypothèse. Très souvent, avec les changements d'état, vous êtes obligé de vous poser la question dans quel va être l'état final, et la réponse va changer selon qu'on on sera resté dans le même état physique, qu'on aura fait un changement d'état partiel ou qu'on aura totalement changé d'état. Bon. Alors, supposons que la balle reste à l'état solide. Quelle sera sa température finale? Si j'ai un solide, la variation d'énergie interne de la balle, c'est simplement la masse de la balle multipliée par la capacité thermique massique du plomb solide, ce que l'énoncé appelle CS, multipliée par la différence de température. Donc, je peux les mettre en Celsius, θ final, moins θ initial. Initial, ça doit être 20 degrés Celsius, donc température ambiante. Ils ont noté θE. Bon, donc j'ai cette différence de température et connaissant ceci, je peux déterminer la température finale. C'est la température du milieu ambiant plus 0,8 fois le delta U total que j'avais là, divisé par M fois CS. Donc si on fait l'application numérique correspondante, alors avec les données de l'énoncé, alors déjà il va falloir calculer ce CS. 1,5 fois 0,03, les 30 grammes, fois la vitesse, alors la vitesse elle est importante, c'est 500 mètres par seconde, donc ça fait 500 au carré, donc ça nous fait déjà 3,7 kJ. Je dois soustraire 10 fois 9,81 fois la hauteur, donc la hauteur c'était 11 cm, donc je le mets tout de suite en mètres, donc là ça me fait quand même encore du 3740 joules. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de pertes.
Voilà, alors, donc ça, je vais le noter, ça fait 3740 joules. Si je prends 80% de cette valeur, donc je multiplie ça par 0,8, 0,8, 4/5. Donc, ça me donne à peu près du 3 kJ. Et je divise par la masse, donc 0,03 multiplié par le CS, c'est-à-dire 120. Voilà, et ça c'est mes 2990. Hop. Et ça me donne une augmentation de température de 830 degrés. Et j'arrive donc à une température finale de 850 degrés Celsius, puisque je suis parti de 20 degrés Celsius. 850 degrés Celsius, bah, c'est supérieur à la température de fusion. La température de fusion qui valait 327 degrés Celsius. Donc, si je suppose que le plomb reste solide, il se retrouve à une température supérieure à sa température de fusion, donc dans un état où il devrait être liquide. Donc, mon hypothèse de départ est fausse. Raisonnement par l'absurde, j'ai fait une hypothèse, j'obtiens un résultat qui est incohérent avec ce que je sais de la nature des choses, c'est-à-dire que ça ne peut pas être solide à cette température-là, donc l'hypothèse de départ est fausse. Alors, vous voyez que ça fait une grosse montée en température, et j'aimerais estimer pour savoir si en fait ça va être entièrement fondu ou partiellement fondu. Alors pour avoir une idée de savoir si c'est entièrement fondu ou partiellement fondu, vous voyez que j'ai 3 kJ à disposition. Bah, si je fonds entièrement mes 0,03 kg, sachant que la chaleur latente massique de fusion du plomb elle est de 24,7, on va dire 25 kJ, je me retrouve, il me suffit d'avoir 0,75 kJ, donc 750 joules, pour fondre entièrement mon plomb. Et donc là, j'en ai 3 kJ. Il y a fort à parier, étant donné que 3 kJ, ça me permet d'avoir 800 degrés d'augmentation de température. Alors, ce n'est pas les 300 qui sont là, qui vont me prendre énormément. Il y a fort à parier que l'hypothèse, c'est qu'à l'état final, je sois avec du plomb liquide à une température θF supérieure à ma température de fusion. Alors, pour réussir à trouver l'expression correspondante, il suffit que je passe par des états intermédiaires. Pour avoir la variation d'énergie interne, je démarre à mon état initial. Donc je suis à la température θE et j'ai du plomb solide. Ensuite, je peux imaginer que j'augmente tranquillement la température pour aller jusqu'à la température de fusion, toujours avec du plomb solide. Après, je me retrouve avec une fusion de mon plomb qui devient liquide à la température de fusion, connue sous pression atmosphérique. Et finalement, j'ai mon plomb liquide à la température finale que je cherche. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est le ΔU ou le ΔH. Jusque-là. Alors, on va prendre le ΔH, déjà parce que l'évolution, elle est isobare, donc en fait, c'est plutôt lui qu'il faudrait prendre. Et puis, de toute façon, pour une phase condensée, ΔU, ΔH, c'est à peu près la même chose. Donc, moi, ce que je veux, c'est le ΔH là-dessus. Mais le ΔH, pour aller là, étant donné que ça dépend que de l'état initial et de l'état final, je peux passer par des intermédiaires. Ça revient juste à faire une somme télescopique. Si j'ai un ΔH1, un ΔH2 et un ΔH3, si lui c'est le H final moins celui-là, lui c'est celui-ci moins celui-là, lui c'est celui-ci, c'est celui-ci moins celui-là, bah à la fin j'ai celui-ci moins celui-là en faisant simplement la somme. Mon ΔH, ça va être ΔH1 plus ΔH2 plus ΔH3. Et ce ΔH total, bah, ça va être ce que j'ai calculé, donc les 3 kJ, puisque le ΔH et le ΔU, c'est quasiment la même chose pour une phase condensée. Bon, donc le ΔH, ça va être le C solide. Alors, je vais calculer tout ça
j'ai la masse de plomb fois LC solide fois la différence entre la température de fusion et la température de démarrage. Bon, ça, c'est les 300 degrés qu'on doit lui donner pour arriver jusqu'à la température de fusion. Ensuite, il faut que je liquéfie tout. Alors là, vous voyez que l'enthalpie massique de fusion est notée avec un grand L, alors qu'il faudrait avoir un petit L, mais bon, ça fait partie des aléas de la vie. C'est bien une variation positive, puisque je vais d'un état plus ordonné vers un état moins ordonné. Donc l'entropie augmente, donc le delta S est positif, donc le delta H est positif. Aussi, ça on verra dans le prochain chapitre sur les variations d'entropie. Et le dernier, c'est M fois le C du liquide fois la température finale, et je suis parti de la température de fusion pour mon liquide. Bon, et ça, c'est les 3 kJ que j'avais au départ. Donc, vous pouvez isoler là-dedans la température de fusion, enfin la température finale. Donc, si je garde encore un tout petit peu de place comme ça, la température finale, ça va être donné par le θ fusion plus alors le delta H dot auquel je soustrais le MCS, la première différence de température, je soustrais le MLF, en fait je soustrais ce qui m'a coûté pour monter jusqu'à cet état-là, et je divise finalement par MCL. Donc là, si je fais l'application numérique, donc j'ai du 3 kJ. On ne va pas chipoter sur les chiffres. 3 kJ. Je soustrais 0,03 fois les 120 joules par Kelvin par kilo, multiplié par la différence de température, et je vais de 20 degrés Celsius à 327, donc ça fait 307 degrés de différence de température. Je soustrais ce qu'il m'a fallu pour réussir. Vous voyez qu'il reste quand même pas mal de choses. Il me reste à peu près 2 kJ d'énergie. Je soustrais les 0,03 fois 24 700 joules d'énergie. Donc il me reste encore de l'énergie, et cette énergie, elle vous permet de monter en température. Donc il faut que je divise ça par 0,03 fois 110. Alors bon, la différence entre le C du liquide et le C du solide, franchement, c'est pas grand chose. Donc ça, c'est l'augmentation de température. Je gagne 350 degrés Celsius en plus de la température de fusion, et la température de fusion, elle était à 327. Et je me retrouve donc à du 660, 680, donc environ 680 degrés Celsius de température finale. Vous voyez que ça me fait perdre quand même, le fait de fusionner, le fait de liquéfier mon plomb me fait perdre à peu près 200 degrés Celsius en température jusqu'à la fin, parce qu'il faut de l'énergie pour réussir à passer d'un état solide à un état liquide. Mais là, j'ai déterminé entièrement l'état final de la balle. Il est entièrement fondu à une température bien supérieure à la température de fusion. Donc tout va bien, mon exercice est terminé.